Le cas de Flaubert est intéressant. C'est le premier auquel s'attaque Pinard en 1857. On est en janvier, on est au début de l'année. Alors d'abord, il y a des prémices. Il y a, on va dire, un contexte. On ne s'attaque pas comme ça à Madame Bovary du jour au lendemain, publié en librairie. Il y a un environnement général qui prédispose en quelque sorte Flaubert à avoir des ennuis. Il y a une proximité avec des revues, avec des hommes de lettres, avec des journalistes, avec un environnement intellectuel qui n'est pas pour plaire au procureur Pinard et à l'Empire. Il faut être clair, on a d'emblée en quelque sorte un délit de sale gueule qui s'applique à certains écrivains. Alors, Flaubert, certes, c'est une sorte de bourgeois quand même, hein. C'est Rouen, c'est Croisset, c'est un côté un petit peu, on va dire, c'est le plus respectable quasiment de nos trois écrivains pourchassés donc en 1857, mais malgré tout, ces fréquentations, elles ne sont pas nécessairement des plus recommandables. Il passe quasiment toutes les semaines à Paris dîner chez les frères Goncourt. Les Goncourt habitent pendant longtemps en bas de la rue Saint-Georges, dans un immeuble qui est truffé de lorettes, c'est-à-dire ces demi-mondaines prostituées du milieu du XIXe siècle. Les dîners sont faits de jolies actrices, comme on dit gentiment, ou pudiquement, en gros, ces geishas du 19e qui savent quelques vers et qui surtout s'exposent et vendent leur corps. Et puis, donc c'est un mélange, un brassage comme ça d'idées politiques, littéraires, philosophiques, artistiques, qui en gros sont assez peu à la gloire de Napoléon III. Donc, Flaubert, il a un côté un peu bourgeois, et puis sage, qui consiste 18 heures par jour à écrire sa copie et à se peindre de ses furoncles, c'est son journal, hein, et en même temps il va s'encanailler de l'autre côté, et d'ailleurs son fils spirituel Maupassant en est la preuve suprême, ne serait-ce que par une mort syphilitique assez connue. Donc il a cette espèce d'ambivalence qui va en faire une proie un peu idéale pour Pinard, pour tester en quelque sorte sa volonté de s'attaquer au milieu du livre. Flaubert, il est à la fois, c'est pas encore une gloire, il faut être clair, c'est pas la gloire littéraire, c'est pas non plus un inconnu. On est dans quelqu'un qui a déjà un début de notoriété, qui a déjà publié, qui a déjà un petit public. Mais on n'est pas dans les monstres sacrés qui font des tirages absolument énormes à un moment où l'imprimerie a connu en quelque sorte une révolution, où les journaux publient des feuilletons, où les tirages des livres sont extrêmement importants. Donc, quand il sort Madame Bovary, non seulement il a commencé par publier d'abord, on va dire un peu dans la presse, il sait déjà par ses amis journalistes que ça va lui valoir des ennuis, ses amis journalistes eux-mêmes sont source d'ennuis, la proximité, donc tout ce milieu. Et il arrive en plus avec une histoire qui certes est inspirée d'un fait divers réel. Hein. Madame Bovary l'a lu en quelque sorte dans un quotidien régional, donc c'est une histoire authentique, mais qu'il transpose, etc., pour les besoins de la fiction. Et il arrive avec une histoire qui est quand même dérangeante. Elle n'est pas outrageante au sens où le lecteur aujourd'hui de 2010 peut difficilement avoir véritablement le rose aux joues ou finir le livre que d'une main, ou alors il faut vraiment sortir d'un couvent ou d'un séminaire après 15 ans d'enfermement pour être très excité à la lecture de Madame Bovary. Mais ce qui est mis en place, c'est quand même l'adultère, en quelque sorte, glorifié ou libératoire pour la femme. Avec le côté petit bourgeois, entre guillemets, du couple, et puis d'un seul coup, l'émancipation qui va se faire pour elle. Donc c'est non seulement dangereux, parce que les femmes commencent à avoir en quelque sorte un droit à disposer de leur propre corps, elles recherchent la jouissance, elles trouvent le plaisir, elles vont trouver l'amour, elles représentent donc finalement beaucoup de choses qui mettent en péril les fondements du fameux texte sur l'outrage aux bonnes mœurs, à la morale publique et religieuse. Donc c'est pas tellement le caractère pornographique, parce qu'il n'y en a pas vraiment dans Madame Bovary, mais c'est plutôt le fait d'aller contre des conventions sociales qui sont notamment le mariage, la fidélité, etc. etc. Et c'est ça qui est stigmatisé par Pinard dans Madame Bovary. Et contrairement à ce qu'on croit,
très souvent on a tendance à dire Flaubert finalement s'en est bien sorti, il n'a pas été condamné. Non, il est condamné. Il subit ce qu'on appelle un blâme. C'est-à-dire qu'il a la plus légère des sanctions que peut prononcer un tribunal correctionnel, le blâme. Donc il n'a pas d'amende, il n'a pas de prison, mais il est blâmé. Et c'est une sorte de tâche, en quelque sorte, sur sa réputation. Il faut quand même considérer qu'à l'époque, on n'est pas avec un procès qui va faire vendre, en quelque sorte, et qui va provoquer un scandale tel que les ventes vont s'envoler au motif qu'on veut tous acheter Madame Bovary parce que l'auteur aurait un procès. D'ailleurs, la correspondance que j'utilise et que j'exploite en la commentant dans Accusé, Baudelaire, Flaubert, levez-vous, le montre bien. Il est très inquiet, il est très stressé, et puis il sent bien le danger. Au-delà du procès, de la condamnation éventuelle, c'est la mise en péril de toute une carrière littéraire. Flaubert, c'est quelqu'un qui a fait carrière de romancier, qui a fait carrière d'écrivain, qui décide de vivre en quelque sorte de sa plume, qui laisse quasiment sa vie et sa santé qui s'y ruine. Et donc l'idée d'être condamné, c'est une sorte de coup d'arrêt à son projet littéraire très ambitieux, comme le montrera en quelque sorte la postérité. Donc c'est un procès qui a une dimension au-delà de la sanction sur laquelle il faut se tromper, c'est une condamnation, c'est un procès qui est un procès véritablement fait pour arrêter un écrivain lancé pour devenir un des génies du XIXe siècle.